Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'Union TV et l'Est Éclair TV pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Notre invité ce mardi est le président du district N Football, Pascal Poitvin nous parlera d'une initiative destinée aux bénévoles. Tous les détails dans quelques instants. On vous emmènera également dans les coulisses d'une décontamination d'une fontaine au radium réalisée à domicile. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. Vous avez plus de 30 ans et vous avez reçu un texto de la préfecture de la Marne concernant la vaccination. Rassurez-vous, vous n'êtes pas le ou la seule. Environ 38 000 SMS ont été envoyés d'après le préfet Pierre Engahan. Selon les nouvelles mesures en vigueur au niveau national, le vaccin Pfizer-BioNTech est désormais préconisé pour les moins de 30 ans et le Moderna pour les plus de 30 ans. Il est par ailleurs conseillé de se faire vacciner dans le même temps contre la grippe. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, devait se rendre ce jeudi à l'hôpital Léon Bourgeois de Châlons-en-Champagne. La visite est finalement annulée, le représentant du gouvernement ayant d'autres impératifs. 2 hommes, dont un blessé par arme à feu, sont recherchés après une tentative de cambriolage dans l'Aisne, à Fère-en-Tardenois. La voiture qu'ils ont utilisée a été retrouvée carbonisée en Seine-et-Marne. Entendue par les gendarmes, la victime, qui a tiré pour se défendre, a pu rejoindre son domicile où rien n'a été dérobé. 200 travailleurs sociaux se sont rassemblés ce mardi en fin de matinée, place Royale à Reims. Parmi leurs revendications, de meilleurs salaires et davantage de moyens pour accompagner dignement leur public. Des mobilisations semblables se sont tenues dans de nombreuses villes de France, l'appel à la grève ayant été lancé par la plupart des syndicats. Un mouvement social a perturbé la circulation des véhicules aux abords de la centrale de Nogent-sur-Seine ce mardi matin. Une procédure de licenciement d'un salarié considéré comme abusif était à l'origine de cette manifestation. Elle sera reconduite selon les mêmes modalités mercredi matin. Et enfin, le premier événement sportif se tenant à l'Arena de Reims le 26 février prochain sera un combat de MMA. Il a été présenté ce mardi par Jérôme Pourru, président d'Hexagone MMA, en compagnie d'Arnaud Robinet, maire de Reims. Des combattants rémois seront également présents. Tous les détails dans votre journal L'Union de mercredi. Une licence à 1 € pour tous les bénévoles des clubs de football, c'est ce que propose depuis plusieurs semaines le district de l'Aisne. Nous avons pu en parler avec son président Pascal Poitvin. Pascal Poitvin, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez lancé une initiative pour vos bénévoles récemment. Est-ce que vous pourriez nous la présenter en quelques mots ? Oui, voilà, donc la fédération a mis en place la possibilité aux licenciés de disposer d'une licence volontaire, on l'appelle volontaire, qui n'est pas la même que la licence dirigeant. Donc en fin de compte, l'idée c'est que ce soit une licence qui ne soit pas officielle, c'est-à-dire que la personne n'a pas de fonction officielle au sein du club, elle ne fait pas partie d'un bureau directeur, elle n'est pas sur les feuilles de match pour les rencontres, mais elle reconnaît la personne en tant que, je dirais, personne qui participe à la vie du club pour des tâches qui sont pas toujours reconnues et qui permettent aussi aux intéressés d'être assurés. Quel était l'objectif d'une telle opération ? Alors, on s'est rendu compte que dans les clubs, il y avait énormément de personnes qui n'étaient pas reconnues, qui n'avaient pas de fonction, qui iraient vraiment bien stabilisées au sein du club et qui, par le fait, n'étaient pas assurées. Donc, on s'est fixé un objectif, nous, d'essayer de les recenser et on a estimé qu'il y en avait 300 ou 400 dans le département. Donc, l'objectif, ce serait d'en fidéliser 200. Vous nous le disiez tout à l'heure, et c'est quelque chose d'assez intéressant, pour ces bénévoles, c'est aussi une meilleure protection au quotidien, c'est bien ça ? C'est ça, parce qu'en fin de compte, ces bénévoles participent à tout ce qui est activité événementielle. Soit elles sont à la buvette, elles font le chocolat pour les enfants, les vestiaires, elles lavent les maillots. Et ces personnes-là ne sont pas assurées. Et en fin de compte, elles ne veulent pas de contraintes, d'obligations. Et cette licence volontaire répond à ça. Pour que nos téléspectateurs comprennent bien comment ça fonctionne, concrètement, cette licence, elle est à 1 € contre quel prix en temps normal ? Alors en temps normal, cette licence est à 16 €, ce qui fait que toute personne qui est intéressée se rapproche du club, du secrétaire du club, qui fait une demande de licence, le club la paiera 16 €, mais nous on procédera au remboursement
pour que le coût pour le club ne soit que de 1 euro. Et vous savez si c'est quelque chose qui existe déjà ailleurs? À ma connaissance, non, pas encore, mais je pense qu'on va faire peut-être des émulations et que d'autres districts prendront ce projet en considération. Est-ce que, selon vous, Monsieur Poitvin, le grand public a vraiment pris conscience de l'importance des bénévoles dans les clubs de football? Je pense que oui, je pense que le grand public a pris connaissance parce que ces bénévoles sont essentiels pour l'accueil des garçons et des filles. Jusqu'à quand cette opération est-elle prévue? Alors on l'a prévu dans un premier temps jusqu'au 31 décembre, mais si les clubs adhèrent bien au dispositif et s'ils le souhaitent, on pourra la prolonger au 28 février, voire en fin de saison. Juste une petite dernière précision. On sait que les clubs de football amateur ont beaucoup souffert du confinement, du contexte sanitaire. Aujourd'hui, quelle est la situation? Alors au niveau des activités sportives, hein, on est dans la droite lignée de ce qu'on avait prévu. On a depuis la semaine dernière quelques difficultés par rapport aux conditions atmosphériques. Donc on a des terrains qui sont fermés, donc on joue un peu moins. Mais financièrement, le district a mis en place beaucoup de choses pour que les clubs soient moins impactés. Et si par bonheur on peut être préservé d'une nouvelle vague et que les clubs puissent encore faire des manifestations, je pense que ce serait une bonne chose, oui. D'ici peu, le centre industriel de regroupement, entreposage et stockage de Morvilliers dans l'Aube va recevoir un colis un peu spécial, une source radioactive d'une fontaine au radium centenaire. Pourquoi? La rédaction de l'Est Éclair vous explique tout. Ça, on la rentre, le premier qui la casse. La deuxième fois. Le verre a failli tomber tout à l'heure. Oui, on est Nicolas, merci. Les petites machines là. Tu remets juste les mains sur Là, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on essaye de sauver l'objet pour pouvoir le conserver, l'étudier et le transmettre, sachant que cet émanateur, puisqu'il s'agit d'un appareil qui servait à rendre l'eau radioactive, c'est pas forcément un objet qui a un intérêt scientifique majeur dans l'histoire des sciences, c'est pas celui qui a servi à la découverte du radium, du polonium, mais il fait partie de cette histoire des découvertes de la radioactivité et puis de ce qui a pu se développer dans la première moitié du XXe siècle, où on a vu apparaître tout un tas d'objets qui nous semblent aujourd'hui un petit peu curieux, des crèmes de beauté radioactives, des réveils avec des aiguilles au radium, des appareils comme ceci pour radioactiver l'eau, pour être en meilleure santé. Donc c'est aussi notre mission au musée de raconter cette histoire, d'en garder la mémoire, pour pouvoir montrer qu'on n'a pas toujours eu cette vision qu'on partage aujourd'hui de la radioactivité qui est dangereuse. Ça n'a pas changé sur le bêta-gamma. J'ai plus d'alpha par contre. Ça n'a pas changé le bêta-gamma. Alors pour nous, c'est surtout l'occasion d'informer le public sur l'existence de ces objets, sur éventuellement leur intérêt patrimonial. Et ça fait partie de nos missions finalement, d'essayer de préserver ces objets pour pouvoir les étudier, pour pouvoir produire des connaissances et les partager avec tous les publics. Là, cet objet contient encore cette source radioactive, donc on ne peut pas le récupérer sous cette forme-là. Par contre, si on arrive à retirer cette source et toute la radioactivité de l'objet, à ce moment-là, il n'est plus dangereux et on peut l'intégrer dans nos collections, et c'est finalement le but de cette opération.
à l'intérieur. Ils seront transportés dans l'eau. Tout à fait. Par rapport à l'objet que vous avez décontaminé, est-ce qu'il y a des choses qui vont aussi dire Lamination qui est fixée, on n'arrive pas du tout à l'enlever, donc on va remonter la fontaine, on va la rendre au musée Curie, à Monsieur Lee. Alors pour nous, c'est une première. C'est vrai que la mission d'un musée, c'est de conserver le patrimoine, mais lorsqu'il est radioactif, on se pose une question. Et là, aujourd'hui, on va essayer de pouvoir faire converger finalement nos expertises, celle de l'Andra et celle du musée Curie, pour à la fois sécuriser l'objet, c'est-à-dire retirer sa source radioactive, et pouvoir le préserver pour les générations futures. Ah, la boîte en métal, elle est là. Elle est là. Ok. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve ce mercredi à partir de 18h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'info. Et d'ici là, l'actualité se poursuit sur le site de l'Union et celui de l'Est Éclair.